C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de FIM FM. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique, votre émission de débat politique par excellence. Avec moi dans cette émission, Mbani Sidibé. Bonsoir Mbani. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à vous Tcherno Suleiman. Bonsoir Aliou, bonsoir à tous. Du côté de la technique, Benjamin Guilavogui, Ibrahim Silla, ils sont chargés de nous conduire tout au long de cette émission. À la une politique, la mise en ligne de vidéos à caractère sexuel sans consentement devient de plus en plus fréquente. Le dernier cas en date est celle concernant une haute personnalité du pays, en l'occurrence l'ex-deuxième vice-gouverneur de la BCRG. Si le cas des autres victimes n'a pas été judiciarisé, ce dernier, lui, sera sans doute porté devant les juridictions. Une plainte contre X sera déposée. Apprend-on, mais que dit la loi par rapport aux personnes qui diffuseraient des vidéos ou images d'autrui? On posera la question à Maître Lancinet Silla, il est avocat. Eh bien, on va toujours s'intéresser au phénomène de l'Internet. Et l'Internet a envahi nos vies pour le meilleur et le pire. Avant sa démocratisation, on comptait sur les bouts des doigts ceux et celles qui pouvaient diffuser des contenus pour un grand nombre. Le média traditionnel, les médias plutôt traditionnels, radio, télévision ou encore presse écrite ou en ligne, avaient un contrôle quasi complet sur les contenus à diffuser. Mais depuis l'ouverture de l'Internet, la donne a radicalement changé. Les gens qui ne pouvaient s'exprimer que dans un cadre restreint ont désormais la possibilité par un simple clic d'atteindre la planète tout entière en temps réel. Cette explosion de la liberté d'expression n'est pas sans conséquence sur la vie privée des personnes. Dès lors, la protection de la vie privée sur Internet est devenue un important défi à relever. C'est une contribution de monsieur Youssouf Silla, juriste, qui règle donc Internet contre les risques d'atteinte à la vie privée. Nous allons poser cette question à notre deuxième invité. Il s'agit de monsieur Youssouf Silla, il est juriste. Les affaires domaniales, la surpopulation carcérale sont deux problématiques auxquelles font face la société guinéenne à travers des lettres adressées au ministre de l'Habitat et celle de la Justice, M. Lamine Ndeye Silla, juriste également, tire la sonnette d'alarme. On en parlera avec lui dans À bâton rompu. Il ne s'en fout pas, le phénomène de viol, on en parle encore. Ce phénomène prend de l'ampleur en Guinée. Comment y mettre fin? On vous donnera la parole en fin d'émission. La une politique, avant de parler de cette mise en ligne, de mise en ligne de vidéos à caractère sexuel, et écouter notre premier invité, nous allons rapidement survoler cette autre actualité liée au viol. Nous apprenons, on en parle depuis le matin aujourd'hui, Mbani, après des médecins. On apprend également des religieux qui se lancent dans la danse. On apprend qu'un imam est accusé de viol sur mineur. Oui, malheureusement, c'est très alarmant et surtout le contexte, c'est ce qui est d'ailleurs bouleversant, c'est qui la situation se complique à un moment donné où vous avez constaté depuis hier, l'humanité a lancé les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et malheureusement, hier, on était sur le terrain par rapport justement à ces sensibilisations, on apprenait que du côté de Cancan, il y a eu un cas de viol. Et aujourd'hui, on apprend également du côté de Yimbaya. Donc, ça devient tellement compliqué. Mais je vous en prie, on va revenir sur ce sujet. On va aller rapidement avec notre premier invité. Il s'agit de Maître Lancinet Silla pour parler de, en tout cas, du côté juridique de ce comportement de certains Guinéens, la mise en ligne de vidéos à caractère sexuel sans consentement. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à cette pratique? Nous avons notre invité au bout du fil. Bonsoir, maître.
Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va, merci. Dieu merci. Et depuis un bon moment, nous assistons à une montée de diffusion de vidéos à caractère sexuel sur la toile. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Et souvent, c'est les personnes qu'on voit sur ces vidéos qui sont blâmées, qui sont considérées comme responsables de telles pratiques. Aujourd'hui, on aimerait bien comprendre entre ceux qui diffusent et ceux qui peut-être se filment, qui peut être responsable de telles pratiques? Oui, merci pour votre question. Et au contraire, c'est la personne et dont la vidéo circule qui est bien au contraire la victime. Et par rapport à ces comportements, nous avons la loi sur la cybercriminalité qui prévoit et qui et tout comportement tendant à diffuser des données à caractère personnel sans l'autorisation de l'intéressé ou de l'autorité compétente ou de nature à porter atteinte à la considération, à la dignité, à l'honneur de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée. Et la peine que l'auteur de tels agissements en cours va de 2 ans à 10 ans d'emprisonnement. Et avec une amende de 100 millions à 400 millions de francs guinéens, ou l'une de ces 2 peines seulement. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'une infraction extrêmement grave et qui est sévèrement punie par le législateur. Et comme d'ailleurs particularité encore, et le même législateur dit que celui qui est l'auteur de la tentative de cette infraction est puni de la même peine que celui qui a procédé à la diffusion. Et ça veut dire que même tous ceux qui se permettent de faire passer cette vidéo peuvent être considérés comme des complices. Ceux qui sont en train de partager, de faire passer par-ci, par-là cette vidéo, alors cela contribue à leur façon à la diffusion des données à caractère personnel. Parce que à travers cela, on parvient à reconnaître la personne qui est victime de cette atteinte à la vie privée, à sa dignité. Et deuxième particularité, les ayants droit de la victime, ses enfants, peuvent, ou même sa femme, parce que dès lors qu'il y a de telles diffusions, et au-delà même de la personne qui est directement victime, vous avez ses proches, ses enfants, sa femme, voilà, qui sont aussi victimes. Donc, ces personnes sont habilitées à se constituer partie civile et à demander réparation du préjudice résultant d'un tel comportement. Bien. Est-ce que oui, voilà. Suleiman. Maître, c'est bien tous ces principes, mais est-ce que vous ne redoutez pas, pardon, que justement pour une raison ou une autre, que la procédure annoncée ne puisse pas prospérer, ne puisse pas aller jusqu'au bout? Bon, et tout dépend de la victime. La personne qui est victime de cette infraction, si elle prend au sérieux cette affaire, elle peut aller loin. Parce que nous avons les dispositions de notre, aussi bien du code pénal et du code des procédures pénales, qui permettent de poursuivre de tels agissements, même si ils ont été commis en dehors du territoire national. Mais comme on dit, maître, par principe, le désistement, par exemple, de la victime ne devrait pas arrêter l'action publique. Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais vous savez, pour que les poursuites soient possibles, il faut que la preuve des faits soit administrée. Et pour pouvoir aider à l'administration de la preuve des faits, il faut forcément la contribution de la victime. De sorte que si la victime ne coopère pas avec la justice, il n'est pas évident qu'on parvienne à poursuivre efficacement cette infraction.
Allez-y rapidement. Alors, maître, moi, ce que je ne comprends pas, parfois, on a l'impression qu'on est dans les discours, on a, en termes de loi, c'est bien fait, parce que il y a l'inaction. Pourquoi l'inaction de la justice? Est-ce que la justice peut se saisir même si la victime ne le fait pas? Parce que si je parle du cas récent, nous apprenons que c'est l'OPROGEM qui s'est saisi du dossier, qui porte plainte contre X. Est-ce que la justice peut se saisir d'un tel dossier? Bien sûr, c'est une infraction. Dès lors qu'une infraction est commise, elle trouble l'ordre public. Et aussitôt, le ministère public peut déclencher des poursuites. D'accord. Le déclenchement des poursuites n'est pas ici subordonné et à la volonté de la victime. La victime peut ne pas prendre l'initiative des poursuites, mais les autorités judiciaires peuvent engager des poursuites. Alors, dernière question. Pour faire en sorte que de telles infractions ne se renouvellent plus. Alors, dernière question. Lorsqu'on est victime de tel acte, où doit-on porter plainte? Mais quand vous êtes victime, vous pouvez saisir un service de police judiciaire. Ça peut être une gendarmerie, un commissariat. Mais il se trouve que vous avez au niveau de la DPJ un service qui est quelque peu spécialisé dans les infractions cybernétiques. Donc, de sorte que si vous partez là-bas, vous avez toutes les chances de voir votre cause aboutir. D'accord. Parce que voilà, ils sont bien formés. Voilà, ils ont la capacité de mener les enquêtes et tout. Voilà, et effectivement, voilà. Voilà. Merci infiniment à vous, monsieur maître Lancinet Sylla, pour votre disponibilité surtout. Merci infiniment. Voilà. C'était maître Lancinet Sylla, avocat, qui s'exprimait sur la diffusion des vidéos, la mise en ligne de vidéos à caractère sexuel sans consentement. Eh bien, cela est puni par la loi. Vous l'avez compris, fidèles auditeurs. On en parle dans cette émission. Avant de revenir sur le cas de viol, on va rapidement survoler cette actualité. C'est devenu récurrent. Thierno Suleiman, nous assistons, c'est pas une première. Les gens se permettent de mettre en ligne des vidéos de personnes pour je ne sais pas pourquoi. Franchement, comment comprenez-vous cette attitude des uns et des autres? Non, écoutez, moi je dirais que c'est par irresponsabilité doublée d'ignorance pour un départ, parce que quelle que soit l'envie de faire mal, l'envie de nuire, à un moment donné, quand on sait que ce qu'on envisage, quand on sait que ce qu'on envisage de faire est disons condamné par la loi, ben, on ne se le permet pas. Mais c'est là justement que ce serait très intéressant que l'initiative prise à partir de l'OPROGEM au niveau de la justice puisse vraiment prospérer, parce que donc c'est méconnu. Les gens ne savent pas qu'on peut poursuivre des personnes qui se permettraient. Je pense que c'est pas parce que les gens ne savent pas. Vous savez, c'est généralement quand des situations comme ça se produisent, l'intéressé est sous le choc, l'intéressé est gêné. Il y a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut transcender tout cela pour se dire que il faut qu'il y ait des actions de justice qui aboutissent pour éduquer l'opinion, pour dire aux gens qu'on n'est pas dans la jungle, qu'on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Et c'est là que la justice, il faut insister là-dessus, est attendue. Il faut nécessairement que cette action puisse aboutir. Mais derrière, vous avez vu les conséquences, enfin le début des conséquences, parce que il y a des injures à caractère communautaire qui suivent derrière. Ça prend une autre tournure quand même, surtout ce cas-là. C'est là que la justice doit faire un travail exemplaire pour non seulement punir, enfin retrouver et punir celui qui serait responsable de ce qui s'est passé, mais aussi derrière ne pas oublier, parce que l'ethnocentrisme, le communautarisme, c'est des aspects qui sont également punis et défendus au niveau de la loi guinéenne. Donc il faut vraiment ratisser large pour que ce cas-ci, à partir du moment où ça touche à une personnalité d'envergure, il faut que ce cas-ci serve d'exemple pour que non seulement
les gens arrêtent de se permettre de mettre sur la place publique la nudité de leurs voisins. S'ils ont des comptes à régler avec eux, ils n'ont qu'à régler ça avec eux. Mais il faut absolument pas mettre ça sur la toile comme cela. C'est vraiment pas bien. S'il y a des problèmes entre eux, il y a la justice. L'intéressé pouvait aller porter plainte. Il y a tout. Il y a mille et une manières. Il y a mille et une manières de régler le problème. Mais derrière, la justice qui se saisit de ce dossier, il faut insister, on n'insistera jamais assez, il faut nécessairement que les problèmes communautaires, les problèmes, les insultes ethniques qui sont derrière aussi, il faut les prendre en compte. Il faut les prendre en compte. Le projet a déjà annoncé une plainte Mbani Sidibé. Alors, comme l'a dit Suleiman, ce qui peut aujourd'hui mettre fin à de telles pratiques, c'est la justice. Il faudrait qu'elle fasse réellement son travail. Vous savez, ce phénomène s'apparente un peu au problème de viol qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Comme l'a dit Kerno Suleiman, quand il y a dans un pays l'inaction de la justice, ça laisse place à l'anarchie. Et vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est le grand bazar. Et comme l'a dit tout à l'heure Maître, quand vous lisez la loi sur la cybersécurité, vous ne pouvez pas vous permettre. Elle est sévère, hein? Il n'est même pas rentré dans les détails. Il n'est même pas rentré dans les détails. Mais malheureusement, parce que c'est pas seulement la justice qui travaille. Quand on doit traquer tous ceux qui font ces genres de pratiques, il y a même l'ARPT qui rentre en action. Vous avez par exemple sur les réseaux sociaux le simple fait de fait qu'il y a l'inaction de la justice aujourd'hui. Vous avez vu le comportement des gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez que dans cette loi, que même le simple fait de partager, il l'a dit. Et souvent c'est on va au-delà, on va au-delà. Et même toi qui reçois l'image, tu fais partie. Et vous avez vu, le problème aujourd'hui est en train de quitter un autre terrain pour laisser place aujourd'hui à des attaques, à des insultes, et même aller jusqu'à toucher la fibre ethnique. Donc vous voyez un peu, ça veut dire aujourd'hui que chez nous, dans ce pays, on a longtemps souffert de ce problème, et les gouvernants font je pense que les autorités laissent les gens faire ce qu'ils veulent. C'est parce que on devrait stopper. Donc on devrait stopper ça très rapidement. Vous avez vu ce que ça donne un peu. Donc ça veut dire aujourd'hui que toutes ces annonces, les plaintes, la justice, en attendant de voir les choses, en fait on a tellement de beaux documents sur tout ce qu'on dit là. Toutes ces pratiques sont condamnées. Il y a des lois pour réprimer les auteurs. Mais après, et puis on en parle, c'est fini. Ce n'est pas le seul cas. Ce n'est pas le seul cas. C'est pas le seul cas, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'abord de sanctions. Avant, c'est tellement de cas. Moi, c'est ce dernier cas où j'ai vu des gens plutôt condamner celui ou celle qui a diffusé l'image. Mais sinon, les autres cas, c'est plutôt les personnes qu'on voit sur les images qui sont plutôt blâmées, qui sont accusées, qu'on estime que voilà, c'est des personnes qui font ceci et cela. En fait, alors que ces personnes, à mon avis, n'ont pas réalisé ou filmé fait ces vidéos pour les diffuser, pour les mettre sur la place publique. Malheureusement, c'est d'autres personnes qui prennent ça et qui diffusent. Généralement, on accuse ceux qui se trouvent dans ces vidéos et on laisse ceux qui les mettent en ligne. Oui, justement, en fait, il y a une mauvaise incompréhension, je crois, de la situation. Il se trouve que parfois, dans l'opinion, les gens mettent en avant le fait que, par exemple, le fait pour un homme ou une femme, enfin, en tout cas, non mariés, puissent se retrouver ensemble, que c'est des choses qui sont prohibées, qui ne sont pas admises religieusement parlant. Mais cela dit, on est dans une république. Il faut que les gens intègrent cela. Et dans cette république, quand on est majeur, même parfois quand on est mineur parce qu'il y a un tribunal pour enfants, à un moment donné, on est libre. On est non seulement libre, mais responsable de ses actes. Bien sûr. Donc, tant que ce que tu fais, c'est pas aux autres de donner les leçons. Tant que ce que tu fais n'enfreint pas, ne touche pas les intérêts d'une autre personne, de l'opinion publique, en ce moment, il s'agit de ta vie. Tu la gères comme tu l'entends. En tout cas,
tant que tu ne déranges pas les Et autres. surtout, C'est ce qui est beaucoup plus paradoxal, la plupart, si vous regardez ceux qui dénoncent, eh bien, ils sont dedans aussi. Ils sont. Non. Ils le font. Moi, je ne cherche pas à savoir. Mais vous n'avez pas besoin de. Vous savez, Aliou, la moi, pierre je ne sur les cherche autres. pas à savoir qui est bien, qui est réglo dans cette affaire. Oui. Ce que je sais, c'est que chacun, individuellement, gère sa vie telle qu'il l'entend. Oui. C'est surtout ce qu'il faut que les gens intègrent. Ouais. Tu n'as pas de leçon à donner à ton prochain Ouais. pour ce genre de situation. Ouais. Tant que, en tout cas, légalement, l'intéressé ne te crée pas disons des préjudices. En tout cas, la Il faut personne que n'est les pas gens- venue sur la place publique s'arrêter et faire. Mais voilà, la justement. personne a fait entre quatre murs, ça, a donc- mis ce truc dans son téléphone qui est privé. Donc- Alors, si vous prenez ça, vous mettez sur la place publique, c'est vous qui Il faut plutôt considérer que c'est sa vie Oui. et que vous n'avez absolument Bien. rien à lui dire là-dessus. Il faut Bien. que les gens intègrent ça. Merci beaucoup à vous, Tierno Suleiman. Nous allons observer une pause et on revient juste après. Retour dans ce studio, fidèles auditeurs. Vous écoutez Film FM 95.3. Vous nous suivez également via nos plateformes numériques. Bienvenue dans cette émission. Avant de continuer les débats, nous allons lire ces quelques réactions des internautes sur la page Facebook de Film Guinée. Alasbi Kalash nous écrit bonsoir à toute l'équipe de Talk Politique. Il faut que la loi sur la cybercriminalité soit appliquée sur la personne qui est coupable de ces diffusions. Vous savez que tout est politisé dans ce pays. Ils l'ont juste fait pour faire tomber la personne de Baïdi Ribo. De l'autre côté, des viols, ce sont les remarques de la fin du monde au lieu de nous faire approcher à Dieu. Dieu, voilà, ce sont bien ces religieux qui vont nous éloigner de Dieu. Voilà, on peut même dire que Dieu a quitté ce quartier. Kalasbi, fidèle auditeur depuis Lambani. Merci infiniment à vous, cher auditeur. Abdul Hamid Diallo nous écrit bonsoir Mamadou Ali, ou ce qui se passe dans notre pays est très dangereux. Comment filmer un haut cadre qui a occupé des postes de responsabilité et mettre ça sur la place publique, c'est triste. Merci à vous pour votre réaction. Barry Alpha Kobe nous écrit bonsoir à vous les talkers. Moi je dirais tout simplement celui qui laisse sa femme à la maison et va se livrer à des filles ou femmes dehors, s'il est filmé sans son consentement et publié, tant pis pour lui. Eh bien mon frère, ce n'est pas que les personnes mariées, même des célibataires sont victimes de cette pratique. Je pense qu'il faut vraiment condamner la diffusion des images sans le consentement de la personne. Bonsoir à vous, Boulokada Touraman nous écrit bonsoir, mais talker, il faut que le colonel colonel Mamadi Doumbouya prenne sa responsabilité pour mettre fin à cette cybercriminalité. Les jeunes filles aujourd'hui sont devenues un danger permanent. Nous demandons aux nouvelles autorités de prendre toutes les dispositions nécessaires pour juguler cette atrocité. C'est vraiment dommage que tu fasses une relation avec une fille et la jeune fille te filme à ton insu, prendre cette photo ou vidéo comme un instrument de commerce. Il faut appliquer la loi dans sa rigueur contre les fauteurs de crimes. Bolokada Touraman, l'enfant de Dingirai, merci infiniment à vous. Oumou Wansan également nous écrit bonsoir à tous. Voilà, Mamadou Ali Bangoura n'appelle pas ça des religieux. Elle veut parler de cet imam accusé de viol. Ne n'appelle pas ça de religieux, plutôt un bandit qui ne connaît rien en islam. Si on vérifie bien, vous trouverez qu'il ne connaît même pas la signification de la Fatiha. Je sais, tu ne vois pas bien, donc je m'arrête ici. Merci infiniment à vous, Oumou Wansamba. Nous continuons à présent les débats concernant les conséquences de l'Internet aujourd'hui. On va rapidement terminer avec ce sujet concernant la mise en ligne de vidéos à caractère sexuel. Nous apprenons qu'un jeune activiste a porté plainte contre Alpha Silla, si je ne me trompe, le manager de Grand P. Il est accusé d'avoir proféré des injures communautaires ou ethniques. Comment comprenez-vous cette démarche? Est-ce que vous pensez que c'est bien de stopper
bien qu'il, je pense qu'il a présenté des excuses, mais malgré tout, on aimerait qu'il réponde. Non, je crois que d'abord j'espère que l'annonce, on ne se limite pas qu'à l'annonce, que justement une procédure en bonne et due forme va être enclenchée. Maintenant que l'intéressé présente des excuses ou pas, je crois qu'il a affaire d'abord à la loi. Et c'est quand les choses vont se régler au niveau du tribunal qu'on verra si ces excuses peuvent être considérées comme des circonstances atténuantes ou pas. En tout cas, c'est au juge d'en décider. Pour l'instant, je me réjouis, en tout cas, j'espère que cette annonce, elle est réelle, et que elle va aboutir. Justement, et que ça va se concrétiser. Parce que je crois que il faut vraiment qu'on trouve un moyen de mettre fin à cette histoire. Parce que c'est grave, lorsqu'on touche la fibre ethnique, je pense que c'est extraordinaire. Et malheureusement, on laisse chacun faire ce qu'il veut. Mais vous savez, l'Internet en Guinée, quand même... Non, mais ça, c'est pas que l'Internet. Oui. Ça, c'est des choses... malheureusement, c'est l'un des mauvais héritages que nous a laissé le régime Alpha. C'est vrai qu'avant Alpha... il y avait des problèmes avant, mais l'internet aussi n'était pas aussi développé que justement. Ça jusqu'en 2010. Ça s'est exacerbé et c'est fait de sorte que maintenant il faut nécessairement que des mesures draconiennes soient prises pour qu'on puisse arrêter ce phénomène avant que ça ne dégénère. Justement. Eh bien, qui régule donc Internet contre les risques d'atteinte à la vie privée? C'est une question que nous allons poser à notre deuxième invité. Il s'agit de monsieur Youssouf Sylla. Il est juriste. Il a apporté une contribution par rapport à ce phénomène qui envahit aujourd'hui notre société. Eh bien, il est au bout de fil. Bonsoir, monsieur Sylla. Bonsoir, monsieur Bangoura Aliou. Bienvenue dans cette émission. Alors, on parle aujourd'hui, depuis le début, nous parlons de l'Internet et ses conséquences. Et j'ai vu votre contribution chez nos confrères de Média Guinée. Dites-nous tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à réagir? Il faut dire que moi, je suis juriste. Il m'arrive donc de commenter. Le réseau se dégrade un tout petit peu. Allô? En fait, il m'arrive de... Allô? Alors, bon, il faudrait le rappeler pour qu'on puisse mieux entendre ce qu'il va nous dire dans cette émission et surtout en ce qui concerne ce phénomène, ce phénomène qui prend d'ampleur dans notre pays. Aujourd'hui, Mbani, je reviens rapidement vers vous avant de recontacter notre deuxième invité. On parle de ces plaintes et surtout pour mettre ou arrêter l'hémorragie, vous l'avez dit tout à l'heure, que ce cas de Baïdi Haribo est en train de prendre une autre tournure. Malheureusement, vous n'allez pas vous exprimer parce qu'on a notre invité au bout de fil. Bonsoir à vous, monsieur Sylla. Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir, monsieur Bangoura. Bien, allez-y, nous vous écoutons à présent. Donc, je vous disais que, voilà, il m'arrive de commenter l'actualité nationale aussi dans ses aspects juridiques, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Internet est devenu un phénomène présent pour le meilleur et pour le pire dans nos vies de tous les jours. Et donc, il est important de penser, c'est ce que j'ai essayé de traduire à travers cet article, de penser au mécanisme de régulation de ce phénomène-là. Parce qu'on voit que c'est un phénomène qui peut aussi porter atteinte à la vie privée des personnes, qui est un terrain favorable à la cybercriminalité. Donc, il faut absolument que les États, et aussi bien au niveau international qu'au niveau national, puissent prendre des mesures pour pouvoir réguler Internet de manière à ce que la liberté d'expression qui se déroule dans cet environnement virtuel puisse se concilier avec la responsabilité et le respect dû à la vie privée. Bien. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour réguler l'utilisation de l'Internet dans notre pays, au-delà des textes de loi? Bon, il faut dire, la régulation, c'est au-delà, moi j'aborde la question d'un point de vue, si vous voulez, juridique, sur le plan social, sur le plan
éthique, on peut aussi aborder la question, mais moi, c'est d'un point de vue juridique que j'essaye d'aborder la question. Et je l'évoque d'abord au niveau international, parce qu'il faut bien comprendre que l'Internet n'est pas qu'un phénomène national. Le réseau, il est un peu présent partout dans le monde. Donc, au niveau international, il faut se rendre compte à l'évidence qu'il n'existe pas une autorité internationale de régulation de l'Internet. Monsieur Sylla. Allô? Oui, vu l'ampleur de ce phénomène et le niveau le degré d'ignorance de ces méfaits, est-ce que vous pensez que la seule régulation sur le plan légal peut régler le problème? Insuffisant. Il faut de la prévention. Il faut de la prévention. Justement, dans mon article, je parle des limites de la répression, donc d'une loi répressive, parce que on a bien entendu une loi depuis 1996 sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel en République de Guinée, qui comporte un important article répressif. Mais comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, même si le juge réprime et punit, il se trouve que le mal est déjà présent. Et que le contenu, s'il y a un contenu illicite qui est disponible sur les réseaux, le contenu aurait fait le tour du monde. Donc, je veux dire que la répression, et je suis d'accord avec vous, elle a ses limites. Il faut passer par la prévention. Et notre système de prévention, notre système public de prévention à la matière est faible. Donc, dans mon article qui a été publié, j'essaye donc de proposer un certain nombre de mesures qui vont dans le sens d'une prévention. Quelles sont ces mesures? Quelles sont ces mesures-là? Allez-y. Voilà. Et en gros, on peut résumer donc ces mesures sur deux principaux points. Il y a en tout premier lieu une mesure de sensibilisation que l'État peut faire assumer par une structure instituée à cet effet. Donc cette mesure de sensibilisation va avoir pour objectif de sensibiliser, d'organiser des campagnes de sensibilisation auprès des internautes, surtout à destination de la couche juvénile, qui est une couche très très utilisatrice des réseaux sociaux. Il faut qu'ils soient sensibilisés sur les méfaits qui peuvent éventuellement, sur les risques pénaux qui peuvent éventuellement découler d'un usage inapproprié de l'Internet. Une autre mesure qu'on peut aussi envisager au plan de la prévention, ça serait bien évidemment la mise en place d'un cadre de collaboration entre l'État, d'accord, et les GAFA, c'est-à-dire les géants de l'informatique. Mais cette collaboration doit obligatoirement passer par les magistrats indépendants pour pouvoir éventuellement demander l'identité des auteurs d'une infraction sur Internet, mais aussi pour pouvoir retirer du réseau un contenu qui est en situation d'infraction. Donc cela permet de prévenir en fait la diffusion à grande échelle des contenus à problème, mais cela ne doit se faire que sur demande d'un juge, parce qu'on sait, le juge étant le gardien des libertés fondamentales, on sait qu'il fera un bon arbitrage entre la nécessité de sauvegarder la liberté d'expression et la nécessité de lutter contre toute attaque concernant la vie privée. Donc, j'imagine aussi, en s'inspirant d'une loi française de 2000, de 24 juin 2000, qu'on peut aussi mettre en place un observatoire national en Guinée sous l'autorité de la haute autorité de la communication, la HAC, et cet observatoire aura pour but d'analyser, de suivre, de synthétiser, de faire des études approfondies sur l'évolution de l'usage de ces nouvelles technologies dans notre pays. Bien. En attendant, monsieur, que pensez-vous de mesures qu'on pourrait provisoirement peut-être prendre au niveau des familles, au niveau des écoles, en tout cas dans le cadre... Du point de vue social. Hein. Justement, en attendant une étude, parce que nous savons que les études
c'est pas forcément la tasse de thé de nos gouvernants. En attendant donc qu'il y ait un projet qui soit mis en place dans ce sens, que pensez-vous donc de ce qu'il y a lieu de faire en attendant au niveau des familles et au niveau de l'école? Face aux dangers présents, je pense que les responsabilités en matière de prévention, comme vous le mentionnez si bien, sont partagées. Il y a d'une part les responsabilités de l'État que je viens d'évoquer, mais à cette responsabilité étatique doit absolument s'ajouter la responsabilité familiale, sociale, la responsabilité de l'école, la responsabilité de nos lieux de culte. Donc il faut que la société dans son ensemble se mobilise pour pouvoir sensibiliser surtout les jeunes, les uns et les autres, sur le bon usage de ces réseaux-là. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, la sensibilisation peut porter. C'est un peu du soft power, c'est-à-dire une forme de pouvoir doux, mais qui peut bien évidemment avoir un impact. Mais vous savez, un autre problème auquel on est aussi confronté dans notre pays, c'est que les parents savent très peu de choses de ces réseaux-là. Vous pouvez voir un parent qui achète des smartphones pour ses enfants, des smartphones comme ceux le veulent, mais sans que les parents ne soient au courant de comment ça fonctionne. Donc il y a un important décalage entre les parents et les enfants sur cet élément-là. Donc, compte tenu, bon, la plupart des parents peut-être ne sont pas alphabétisés. C'est une évidence, c'est une évidence, mais oui. Voilà. Donc, je pense que c'est à ce niveau que l'école, parce que nos jeunes sont à l'école, que ce soit au primaire, au secondaire, jusqu'à l'université, l'école et les instituts universitaires doivent suffisamment prendre les responsabilités qui sont les leurs pour pouvoir élaborer des programmes de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation à l'endroit de ces jeunes-là. Il faut pouvoir créer des groupes de discussion parce que vous savez que dans les écoles, les enfants sont souvent victimes de la cyber-intimidation. Leurs amis les menacent soit par voie des réseaux sociaux ou alors on les intimide. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. On les menace souvent de divulguer certaines de leurs images qui ne sont pas plaisantes, ainsi de suite. Donc, il faut que les enfants en fait intègrent cela dans leur comportement et qu'on les initie à un bon usage de l'Internet. Vous savez, l'Internet, c'est un monde qui est extraordinaire, c'est un monde qui est fantastique. Les élèves, les étudiants, les petits, tout petits, peuvent pouvoir l'utiliser pour améliorer leurs connaissances, pour améliorer leur savoir. C'est-à-dire qu'il faut que l'école absolument joue son rôle. Il y a une responsabilité fondamentale pour l'école qu'on utilise, qu'on habitue, qu'on fasse des séances de formation consacrées tout simplement au bon usage de ces nouvelles technologies. Les enfants peuvent s'y former là-dessus, mais la plupart du temps, lorsque vous voyez ces téléphones avec ces jeunes, la plupart du temps, ils sont juste sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a des moteurs de recherche qui sont extrêmement importants pour améliorer leurs connaissances en biologie, en chimie, en mathématiques, en géographie, en histoire, en philosophie, ainsi de suite. Donc, il y a une responsabilité collective, sociétale, étatique, religieuse, à tous les niveaux. D'accord. Alors, peut-être la toute dernière question, monsieur Sylla, si vous avez suivi les réseaux sociaux depuis maintenant 3 jours, hein, je parle bien du cas de Baïdy Arivo, il y a eu en tout cas une communication autour de cette affaire jusqu'à ce que ça commence à prendre une autre tournure. Est-ce que les autorités ont cette capacité ou ce pouvoir peut-être de mettre fin à à de telles communications, notamment, je parle notamment de l'ARPT, soit en tout cas disons brouiller l'internet ou rendre ça faible, rendre le débit faible, afin d'éviter que la communication ne puisse ne puisse affecter ou avoir beaucoup plus de ou en tout cas créer beaucoup plus de dégâts. Et en fait, en me basant exclusivement sur ce que vous avez rapporté, en ce qui concerne la diminution du débit d'Internet ou alors en ce qui concerne le brouillage du réseau pour peut-être retarder
les flux là-dessus ou empêcher l'accès au réseau, en me fiant à ces informations que vous venez de donner. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit la solution adéquate pour faire face à parce qu'on peut faire des victimes, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout concernés par cette affaire. Ouais. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont il y a beaucoup d'internautes qui sont des utilisateurs sains. Ouais. Ok, sains entre guillemets de ces réseaux pour de multiples besoins, des recherches scientifiques, ainsi de suite. Effectivement. Vous savez déjà que dans notre pays, nous n'avions pas assez de bibliothèques. Citez-moi que les bibliothèques qu'on peut retrouver ici, elles sont presque faibles, en nombre complètement réduit. Donc c'est pas une option, c'est pas une option à exploiter. Mais est-ce que alors il y a une autre on ne peut pas prendre un char de combat pour écraser une mouche. Peut-être qu'un marteau suffit. Bien. Donc il faut que la réponse au phénomène soit proportionnelle et juridiquement défendable. Bien. Moi, je pense, j'ai tantôt rappelé le rôle que l'État doit jouer en matière de prévention. Non seulement en matière de lutte, parce que nous avons des autorités de poursuite qui peuvent mettre la main et en fait qui ont la responsabilité principale de poursuivre toute personne qui enfreint la loi. Il faut mettre en action les autorités de la justice. Bien. Ça c'est d'un côté pour réprimer sévèrement ce qu'ils font. La répression a pour vertu de dissuader d'autres personnes qui voudraient faire la même chose. Donc cela peut avoir un impact extrêmement positif. L'autre impact positif, ce sera la prévention au niveau de l'État. Je vous ai parlé des 2 mesures clés que l'État peut prendre en matière de prévention. Donc il faut que l'État s'engage dans la prévention. Je pense que ça sera causer un tort immense aux Guinéens que de les priver d'Internet. Bien, voilà. Merci infiniment à vous, Monsieur Youssouf Silla. À moi de vous remercier, M. Bango. Au revoir. Je rappelle que c'était M. Youssouf Silla. Il est juriste, pardon. Il nous parlait un peu, en tout cas, comment et qui doit réguler Internet pour limiter les dégâts ou les conséquences des réseaux sociaux. Nous allons poursuivre cette émission, mais je pense qu'on ne peut pas. Voilà, on doit observer une pause. Et on revient juste après avec sans doute notre invité pour parler de la surpopulation carcérale, mais également des affaires domaniales. La surpopulation carcérale, on en parle dans cette émission avec notre invité dans Bâton Rompu. Il s'agit de Monsieur Lamine Ndeye Silla. Il est juriste. Il est dans ce studio. Mais avant, nous allons rapidement lire les réactions des internautes sur la page Facebook du film Guinée. Sami et Camara nous écrit « Bonsoir, la radio 2.0. En Guinée, si vous n'êtes pas vigilant, certaines personnes arriveront à vous faire détester à travers l'Internet. Pourtant, les serveurs censure des images à caractère obscène, mais certains zélés sont prêts à tout pour nuire leur semblable. C'est le cas illustratif de Monsieur Baïdi Haribo. Merci à vous, Sami. Ourikourou Diallo nous écrit également bonsoir talk politique et à vos millions d'auditeurs. Pour mettre fin au cas de viol, il faut qu'on applique la charia. Je pense que si on pratiquait cette loi, on ne serait pas là chaque jour à parler de viol. Que Dieu nous guide vers le bon chemin. Merci à vous. Nous avons une autre réaction de Kajal Jabi qui nous écrit c'est la conséquence c'est la conséquence que de faire des lois et les mettre dans les tiroirs. Dans un pays comme le nôtre, il est plus que nécessaire d'éduquer la population en créant des émissions dans nos langues locales à expliquer ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Sinon, beaucoup de personnes seront condamnées pour des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, une autre réaction de Monsieur Abdoul Ali Ouarea Diallo qui nous écrit bonsoir Ali et à tous les talkers, ceux qui ont pris l'habitude de mettre en place sur la place publique la dignité des gens pour soi-disant se venger sont de faibles esprits. Il faut que ça change. Abdoul Hamid également nous écrit bonsoir Mamadou Ali Bangoura, ce qui se passe dans notre pays est voilà, j'ai déjà dangereux.
est très dangereux. La déshumanisation de la société devient de plus en plus récurrente. Sinon, comment filmer un ancien au cadre et mettre ça sur la place publique? Salut, la radio 2.0, c'est de Habib Horikoubisso. Après les médecins dans les cliniques, c'est au tour des imams dans les mosquées. Voilà, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'il veut nous dire réellement là. Et par finir, je me demande où voulons-nous aller avec ça. Habib Horikoubi, l'enfant de Dinguiraï depuis Kankan Nabaya. Merci à vous, chers internautes. Je le disais tantôt, la surpopulation carcérale préoccupe plus d'un, et notre invité aussi. Il va nous dire ce qu'il pense de cette problématique, car il a adressé une lettre à Madame le ministre de la Justice. Bonsoir à vous, Monsieur Silla. Bonsoir, Monsieur Bangora. Bienvenue dans cette émission. Enchanté d'être là et de partager avec vous mes petites connaissances. Bien, je le disais tout à l'heure, vous avez adressé une lettre à la ministre de la Justice par rapport à la surpopulation carcérale. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à lui adresser une lettre? Ce qui m'a motivé, c'est que notre justice a des problèmes et qu'il faut ensemble travailler pour aider la justice guinéenne à se remettre dans ce renouveau qui a été édicté par le Comité national pour le rassemblement et le développement, le CNRD, et pour s'inscrire dans la vision de Monsieur le Président de CNRD, Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu donner cette charge très lourde et complexe, même ambiguë, à Madame la Ministre pour diriger les affaires de la justice. Donc, d'un autre volet, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une grande attente de la justice. Et la Guinée a besoin de justice. La première justice qu'il faut à la Guinée, c'est la justice sociale. En plus de la justice sociale, il faut aussi que l'appareil judiciaire dont nous disposons soit dans les capacités de rendre justice. Et cet appareil judiciaire rencontre des difficultés et des problèmes. Et face à ces difficultés et ces problèmes, il faut que les uns et les autres, qu'on accepte ensemble de partager nos expériences pour aider, parce que la ministre seule, elle ne peut pas. Ouais. Mais lorsqu'on a des acquis, il faut les partager. Tel le cas de la prison civile de Yorokogia. Pour revenir un peu sur l'histoire, Maître Cheikh Sako, qui était à la tête du département de la justice à un moment donné de l'histoire du pays, on le sait tous, avait voulu donner une certaine énergie à la justice. Et si vous vous souvenez, c'est grâce à Maître Cheikh Sako que des palais de justice ont bénéficié de rénovation. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'on ne puisse pas pouvoir rendre justice aux justiciables lorsqu'on n'avait pas des acquis, lorsqu'on n'avait pas des infrastructures. Parce que pour que la justice fonctionne, il faut d'abord qu'il y ait des acquis pour cette justice. Et il faut se rappeler aussi que c'est grâce à Maître Cheikh Sako que des tribunaux de paix ont été transformés en tribunal de première instance. Et c'est grâce à M. Cheikh Sako que des jeunes magistrats ont eu accès aussi à des fonctions de juge. Et dans cette dynamique, il y a ce projet de la prison civile de Yorokogia qui avait été sollicité par le ministère de la Justice pour désengorger la population carcérale de la maison centrale de Conakry. Et j'ai eu l'honneur, parce qu'à l'époque, en 2015, j'étais le conseiller juridique de la commune urbaine de Doubreka. Et tenez-vous bien, c'est la première des communes qui s'est dotée d'un conseiller juridique. Aujourd'hui, c'est vrai, la commune de Boufa aussi a pris le relais, parce qu'il y a un conseiller juridique qui existe aujourd'hui à Boufa. Et dans cette vision, j'ai été honoré avec monsieur le maire, monsieur Salif Hidalgo Silla, qui était l'ex-maire de Doubreka. Et à l'époque, madame Aïcha Sako, qui était préfète aussi de la préfecture de Doubreka. Nous avons trouvé un domaine de plusieurs hectares qui a été mis à la disposition du ministère de la Justice. Et ça, dans deux optiques. Le premier objet, c'était de désengorger la maison centrale de Conakry, qui était très, très vieillissante et qui ne pouvait pas supporter la population carcérale. Et la deuxième optique, c'était de mettre aujourd'hui les détenus dans le respect des normes des droits humains. Parce que jusqu'à ce jour, quand nous voyons les détenus dans les geôles à la maison centrale de Conakry, on n'est pas en phase de respecter les textes et les internationaux que la Guinée a ratifiés. Et ces personnes-là sont des citoyens guinéens. Ce sont des êtres humains et ils ont droit à être
même si on le prive de leur liberté parce que c'est la loi qui le dit, il faut les mettre dans les conditions, dans les normes, pour que nous soyons au moins, à l'instar des autres États de la sous-région, que nous soyons dans les règles des droits internationaux en matière de droits humains. Donc nous avons fait la pose de la première pierre, et tenez-vous bien, le site est à proximité de l'espace sportif de Antonio Soare. La prison civile de Yorokogia est à proximité de l'espace de centre sportif de Antonio Soare. Ce qui fut fait, et 2 mois après, avec M. Sako et Madame l'ex-gouverneur de Kindia et des délégués de la Cour suprême, la pose de la première pierre a été faite. Donc, c'était un devoir pour moi, lorsque je l'ai vu au journal de 20h rendre visite à ces détenus politiques, à l'heure où nous sommes en 2022, de dire à Madame, en 2020, bon, on le dit presque, c'est un dit quoi. Nous sommes à l'approche de 2022, on est dans le siècle des Lumières, et que depuis 2015, on a fait la pose de la première pierre de la prison civile de Yorokogia. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et cela interpelle même plus monsieur l'inspecteur général de la justice que madame la ministre. C'est vrai que j'ai adressé le courrier à madame la ministre pour qu'elle aille s'enquérir des réalités de cette prison civile de Yorokogia. Parce que si on calcule de 2015 à nos jours, ça nous fait 6 ans. Et en 6 ans, si l'infrastructure n'existe pas, au moins il doit y avoir des acquis. Et ces acquis-là doivent être préservés. Pourquoi? Parce que on a en vue l'organisation de la première, comment on appelle, le premier procès historique de notre pays, sont les massacres du 28 septembre 2009. Et la CPI nous suit de près. Il faut que ce procès se tienne en Guinée. Et pour que nous puissions respecter les normes en matière de droits humains, il faut que nous ayons aussi des prisons capables d'accueillir des citoyens et de respecter leurs droits. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai suscité l'intérêt à madame la ministre, mais elle n'est pas aussi la seule, parce que c'est le lieu aussi de le rappeler. Il y a d'autres domaines qui ont été mis à la disposition, parce que si je reviens pendant mon temps passé auprès du maire de la commune urbaine de Dubreka, ma vision était de créer la confiance entre la justice et les élus locaux. Parce qu'ici en Guinée, on a une crise de confiance entre les élus locaux, les administrateurs et la justice. Donc il faut créer un climat de confiance. Il y a le code des collectivités qui existe. Il faut aider à ce que ce code des collectivités soit mis en application dans le respect des normes. Et quand vous prenez les domaines de compétences issus du code de collectivité, il y a le domaine des biens qui appartient à la collectivité. Donc chaque fois que l'État en fait la sollicitude, la mairie a le devoir, pour cause d'utilité publique, de mettre à la disposition des domaines. Donc c'est le lieu de le dire. Je prépare la lettre aussi de monsieur le ministre de l'élevage, parce qu'on a une boucherie moderne qui existe encore à Dubreka, qui est juste en face du site de Guicopress. Vous n'avez pas besoin de me voir, allez-y voir le site de Guicopress à Kagbilin Plateau, en face du site de Guicopress. On a un bâtiment qui est achevé et qui n'est pas fonctionnel. Donc ça risque d'être un investissement négatif pour la Guinée. Donc ce qui fait qu'il faut aujourd'hui que tous les Guinéens se donnent la main. Ces acquis-là que nous avons en Guinée, il faut qu'on les mette en valeur, parce que la justice, c'est celle au-dessus de toutes les missions que le CNRD doit avoir pour rendre une justice équitable, une justice qui respecte les intérêts et les droits des fils et des filles de Guinée. Voilà, moi j'aimerais vous poser la question. Aujourd'hui, nous faisons face à cette surpopulation carcérale. C'est vrai, on va nous dire qu'on n'a pas de prison, mais est-ce que c'est la seule raison qui nous amène à enregistrer de tels prisonniers à la maison centrale de Koronti? Non, vous savez, la justice d'abord, elle repose sur une organisation. Il y a l'organisation judiciaire en Guinée. Vous comprenez? L'organisation judiciaire en Guinée repose sur un principe de double degré de juridiction. C'est ce qui alourdit un peu ses compétences. Parce que ce double degré de juridiction, c'est-à-dire elle juge à la fois des affaires civiles et des affaires pénales. Vous comprenez? Et cette organisation judiciaire, lorsqu'il y a un dysfonctionnement qui existe, il va sans dire que la procédure, parce que il y a des détenus et des prévenus qui sont incarcérés à la maison centrale. Nous avons des détenus, nous avons des prévenus. Et pour que ces prévenus, ces détenus soient dans les règles de la bonne marche de la justice, il y a des enquêtes qui sont menées par les OPJ, les officiers de police judiciaire. Il y a toute une chaîne d'organisations qui suivent
Mais le problème est que lorsqu'il y a ce dysfonctionnement qui existe, je vous donne un exemple de figure. Les OPJ qui sont la gendarmerie, comment on appelle, la police, etc., qui font des enquêtes, qui mettent la main sur des malfrats. Et ces malfrats, après 72 heures de détention, doivent être mis à la disposition des autorités judiciaires. Donc la justice doit traiter de leur cas. Et ces dossiers-là, le temps pour un juge d'instruction d'instruire un dossier ou non, parce qu'il y a des dossiers qui sont jugés, qui ne peuvent pas aller devant les juridictions compétentes pour être jugés. Et le temps de faire ces tri, le temps d'engager une procédure, les enquêtes, tout pour constituer les dossiers qui peuvent permettre au procureur de la République d'intenter une action en justice contre tel ou tel, parce qu'il faut le reconnaître aussi, en matière pénale, on ne peut être reproché que d'un crime qu'on a commis. Si vous n'avez pas commis de crime, on ne peut pas vous reprocher d'une infraction ou d'un crime que vous n'avez pas commis. Donc, parce que l'infraction est personnelle. Donc, si ce système qui est mis en place n'est pas trouve des ratés quelque part, il va sans dire que la population carcérale va augmenter. Parce que les OPJ qui ont la mission de mettre la main sur ces malfrats, sur ces hors-la-loi et de les mettre à la disposition de l'appareil judiciaire, si l'instruction, les enquêtes, la procédure retarde, il va sans dire que ces personnes vont être une surpopulation parce qu'ils vont toujours recevoir et les jugements vont retarder. Maintenant, l'impact, c'est-à-dire les plus impactés dans ce cadre-là, ce sont les mineurs. Les plus impactés, ce sont les mineurs. Pourquoi ? Parce que les mineurs, vous savez, pour qu'on puisse défendre quelqu'un qui est déjà à la prison civile, il faut un avocat. Et l'État qui a le rôle d'affecter un avocat d'office à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se prendre un avocat, donc vous pouvez imaginer déjà, si moi je n'ai pas les moyens, mes parents n'ont pas les moyens de prendre un avocat, donc il va sans dire que mon sort reste entre les mains de la justice jusqu'au moment où le juge d'instruction décidera de mon cas. Mais il y a une solution, une esquisse de solution que l'inspecteur général a bien voulu émettre, qu'il y a des mineurs qu'on peut mettre sous mandat de, comment on appelle ça, on peut les mettre sous couvert d'une autorité parentale. Par exemple, moi je donne un exemple très clair avec le juge de l'enfant à Dubreka. Moi, étant conseiller juridique, je recevais des mineurs du tribunal de première instance de Dubreka qui restaient sous mon contrôle pour les besoins de la justice. Et chaque fois que le besoin en était, on mettait l'enfant à la disposition de la justice pour continuer les procédures. Donc je pense que c'est des possibilités que la justice peut faire pour essayer de désengorger un peu du côté de ces mineurs, afin que les parents viennent répondre et que les enfants soient confiés à ses parents pour que quand la justice en a besoin, qu'ils viennent se présenter, puisqu'ils sont dans un cadre de procédure d'instruction, de collecte d'informations, pour constituer un dossier bancable qui peut être traduit devant un juge pour jugement. Bien. Au-delà de cette proposition, parce que vous parlez de la prison de Yorokogia, pour construire cette prison, il va falloir un peu de temps. Mais en attendant cette construction, quelle autre mesure, quelle autre solution pouvez-vous proposer aujourd'hui peut-être à la ministre ou à la justice guinéenne pour désengorger ces prisons? La première des propositions que je lui ferai, c'est de mettre en place une commission restreinte, rapide, pour travailler avec l'administration pénitentiaire sur les cas, parce qu'il faut faire des tri. C'est important, il faut faire des tri. Il y a des détenus, il y a des prévenus. Si nous avons des prévenus, il faut voir dans quel contexte il faut régulariser leur cas. Dans quel contexte tel ou tel, si les dossiers sont clos déjà auprès des juges d'instruction, qu'on engage leur procédure judiciaire afin qu'ils soient jugés et que la peine le jugement soit rendu dans leur dossier. Ceux dont les enquêtes n'ont pas encore débuté ou n'ont pas encore démarré, qu'on puisse trouver des solutions idoines, parce qu'il y a la responsabilité parentale qui existe, la loi le reconnaît. Qu'on les mette à la disposition de ses parents responsables. Il y a des libertés, il y a la liberté conditionnelle aussi, il y a tout ça, il y a toutes ces possibilités. Qu'à cela ne tienne, mais il faut qu'elle mette urgemment une commission en place parce qu'il faut désengorger. Vous savez aussi que ce qui avait créé la pléthore aussi, c'était les prisonniers politiques. Parce qu'on en a ramassé tellement avec FMDC, avec l'opposition, etc., etc. On a mis tout le monde dedans. Donc de sorte que la maison centrale de Conakry est devenue une maison à tout le monde. Donc c'est pourquoi je propose qu'elle mette en place une commission rapide qui va travailler avec l'administration pénitentiaire pour faire des tris, afin que qu'il y ait des cas. Voilà les cas urgents
qu'il faut traiter maintenant. Voici les cas qui ont déjà été traités, dont les dossiers sont clos au niveau des juges d'instruction. Il faut aller au jugement. Ouais. Mais tout ça, il faut le reconnaître, il faut des gros moyens derrière. Ouais. Parce que l'administration judiciaire fonctionne avec les moyens. Quand il n'y a pas de moyens, ça aussi c'est un appel qu'il faut lancer aux autorités du CNRD. S'ils veulent faciliter à Madame la ministre l'exercice de sa mission, c'est de mettre aussi les moyens à disposition, parce que vous savez, les magistrats ainsi que les OPJ ne travailleront pas si il n'y a pas les moyens pour accélérer la procédure. D'accord. Alors, quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette surpopulation carcérale? Les conséquences sont énormes parce que, vous savez, en matière de la loi, elle sanctionne. D'abord, elle s'applique erga omnes. Donc, elle s'applique à tout le monde. Et la loi est là pour réguler un peu, pour ne pas qu'il y ait des dérapages dans la société. Donc, quand ces personnes sont privées de leur liberté, c'est déjà une première sanction. Et cette sanction, elle est morale. Elle est physique et elle touche aussi à la dignité. Parce que imaginez-vous que dans un casier judiciaire, vous êtes condamné. Vous êtes déjà, vous avez passé un moment. Donc, cette conséquence, elle est à la fois exogène, c'est-à-dire à l'interne, pour celui qui est détenu, prévenu là-bas pendant des années, qui n'a pas connu même un jugement, même passé devant un juge d'instruction pour des auditions. Ça marque l'esprit de ce jeune. Et aussi extrême, parce que la famille qui se sent brimée dans ses droits, va se sentir dans une injustice, parce qu'ils n'ont pas les moyens de trouver un avocat pour leur enfant. Bien. Donc, ces conséquences-là, ça va être une multitude de frustrations au sein des communautés, au sein des populations, et après, ça crée des crises de confiance entre l'État et sa population. Bien, Tiano Souleymane, peut-être la dernière question. Monsieur Sylla, vous n'avez pas tari d'éloge à l'endroit du ministre Cheikh Sako. Okay. Mais après lui, il y a eu, je crois, 2 autres ministres. Il y a le ministre par intérim, Mohamed Lamine Fofana, plus monsieur Doumbouya, c'est ça, maître Mori Doumbouya, bien sûr. Je veux savoir, la démarche que vous êtes en train de faire maintenant, est-ce que vous avez fait pareil avec les 2 autres ministres? Sinon, depuis Cheikh Sako, qu'est-ce que vous avez fait justement pour que ce dossier avance? Attirer l'attention des autorités. Bon, je m'excuse parce que, vous savez, à chaque homme, sa vision des choses. En maître Cheikh Sako, on a trouvé un visionnaire, c'est-à-dire un magistrat qui est arrivé, qui avait une vision. Et cette vision, aujourd'hui, c'est celle-là que le CNRD est en train de mettre en place. Parce que les premières des choses, c'est qu'il a fait un état des lieux. Il a constaté que la magistrature était vieillissante et il fallait trouver une nouvelle génération qu'il fallait mettre en place. Donc, il avait une certaine vision. Et les 2 autres qui sont venus après, c'était un camouflage. Bon, je sais pas j'ai pas eu de contact avec eux. J'ai pas échangé aussi avec eux parce que j'ai eu des échanges quand même avec M. Cheikh Sako, avec lequel j'ai vraiment eu des collaborations. Mais les autres ministres, franchement, vu la connotation politique qui tournait autour, il fallait être prudent. Oui, il fallait être prudent. Ouais. Bien, voilà, peut-être en 30 secondes, votre mot de la fin, parce qu'on est pris par le temps. Le mot de la fin, c'est d'inviter les nouvelles autorités, le Comité national de rassemblement et le développement, monsieur le colonel Mamadi Doumbouya, a vraiment accompagné Madame la ministre de la Justice. La justice guinéenne, elle est complexe. Et c'est une des plus grandes attentes de la Guinée. Et de tous les Guinéens. Oui. Aujourd'hui, c'est une devise que nous avons. Elle est banalisée, elle est piétinée par l'élite décevante que nous avons connue. Donc, pour qu'elle puisse réussir, étant d'abord, ayant respecté le parité genre, pour la booster, pour lui donner l'énergie nécessaire de réussir sa mission, il faut que le CNRD accorde toute son attention à Madame la ministre. Je vous remercie. Merci infiniment à vous. Monsieur Lamine Ndeye Sylla, il est juriste. Merci d'être passé dans cette émission. Malheureusement, vous n'êtes pas venu. Attends, on allait quand même passer un peu de temps ensemble. Merci à vous, fidèles auditeurs. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.